pouvoir mettre sur le terrain, pratiquer, et on va en parler d'une manière très, très pragmatique. Très bien. Alors, le sujet de ce premier webinaire, c'est le RAG. Et peut-être avant de vous parler de ce que c'est le RAG, je vais peut-être parler de le RAG, il est fait pourquoi? Pourquoi on parle de RAG? Alors, imaginez, vous êtes devant un LLM, ChatGPT, Claude ou autre, peu importe, et vous lui posez la question quand est-ce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Alors, 99,99%, le LLM va répondre correctement. Pourquoi? Parce que cette phrase, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1400 quelque chose, c'est une phrase qu'il avait l'habitude de voir lors de son entraînement parce qu'il l'a vu dans plusieurs articles, plusieurs forums de discussion, plusieurs livres, ainsi de suite. Donc, pour lui, c'est facile de deviner que ce qui va venir après Christophe Colomb a découvert l'Amérique, eh bien, c'est 1400 quelque chose. Maintenant, si vous posez la question, contexte, le RCAR a été créé. Alors, le RCAR, pour information, c'est le régime collectif d'allocation de retraite. C'est un des caisses de retraite que la CDG gère. Si vous posez la question, contexte, le RCAR a été créé, ben, c'est pas sûr qu'il va répondre correctement. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il va essayer de deviner et dans la majorité des cas, il va donner une information qui est fausse. Et il va même vous convaincre que le RCR n'est pas encore créé, ou il a été créé en 1600 quelque chose. Et ça, ce qui est plus grave, et c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Alors, le RAG, il vient pour répondre à cette problématique. Bien sûr, il y a d'autres solutions pour corriger ce problème. Il y a le fine-tuning, c'est-à-dire que je vais entraîner mon réseau de neurones sur un corpus encore plus large. Il y a également le transfer learning. C'est là où je vais, dans mon réseau de neurones, je vais ajouter une couche que je vais entraîner spécifiquement sur un sujet donné ou autre. Mais ces solutions-là sont des solutions, je dirais, ça nécessite des compétences. Il faut être un bon data scientist pour pouvoir le faire. Il y a d'autres solutions qui sont moins coûteuses, et qui sont faciles à appliquer, à mettre en place, et notamment le RAG. Alors, le RAG, c'est quoi? Le RAG, c'est l'acronyme de Retrieval Augmented Generation. Je vais essayer de l'écrire. C'est le Retrieval Augmented Generation. Je vais vous envoyer les notes, comme ça vous n'aurez pas besoin de écrire tout ça. Alors, dans Retrieval Augmented Generation, donc on parle d'abord d'une génération du texte. Je vais générer du texte. Et le processus de génération du texte, je vais l'augmenter. Augmenter, ça veut dire que je vais l'optimiser. Et comment je vais augmenter ce processus de génération de texte, génération de mots? C'est en faisant préalablement une opération qui s'appelle le retrieval. Retrieval, ça veut dire que je vais extraire des informations que je vais utiliser pour la génération de réponses. Et ça, c'est une des techniques qui sont utilisées pour réduire les hallucinations au maximum. Alors, concrètement, c'est quoi le retrieval? C'est quoi le RAG? Le RAG, il y a deux process. Il y a deux workflows ou deux process, deux activités. La première activité, c'est ce qu'on appelle l'ingestion. La deuxième activité, on peut appeler ça le chat. Alors, l'ingestion, c'est elle qui va permettre de donner à mon LLM toutes les données dont il a besoin pour pouvoir répondre correctement. Typiquement, pour le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, lorsque je vais poser la question contexte, le RCR a été créé, ben, parallèlement à ça, je vais lui fournir
tous les tests juridiques et légaux qui parlent, qui gèrent, qui régissent le RCR. Et à partir de ce texte-là, il va pouvoir tirer l'information que le RCR a été créé en 1977. Alors, ce processus-là, c'est le process d'ingestion. C'est-à-dire le process où je vais prendre mes documents et je vais les insérer dans une base de données. Excusez-moi. Dans une base de données. Dans une base de données vectorielle. Pourquoi une base de données vectorielle? Ben, pour la simple raison que les modèles de machine learning ou de deep learning, ils ne savent pas travailler avec des mots. Par contre, ils savent très bien manipuler des données, manipuler des chiffres. Ils savent très bien utiliser des opérations algorithmiques pour faire des calculs. Et c'est pour ça que je vais convertir mon texte qui est dans mes documents en une matrice vectorielle. Une matrice vectorielle, c'est une matrice où, en quelque sorte, je vais situer dans l'espace les mots. Et ce process-là, le process à travers lequel on fait ça, est appelé le embedding. Alors, le embedding, c'est le process qui va me permettre de lire mes documents, de convertir le texte stocké dans mes documents vers une base de données vectorielle sous forme de matrice vectorielle. C'est ce qu'on appelle le embedding. Et il y a le process, le chat. Maintenant que j'ai mes données sont stockées dans une base de données vectorielle, comment je vais procéder? Lorsque vous posez la question à votre LM, contexte, le RCR a été créé. Le LM, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va appeler un modèle de embedding, parce que c'est seul ce modèle-là qui va pouvoir convertir la question en matrice vectorielle. Et une fois que j'ai la conversion en matrice vectorielle, ce que je vais faire ce qu'on appelle la recherche sémantique ou la recherche de similarité. Recherche de similarité cosinus. Cette recherche, je vais la faire à partir de ma base de données vectorielle, qui contient pas mal de vecteurs, beaucoup de vecteurs. Et je vais chercher, à travers cette similarité, quels sont les vecteurs qui se ressemblent à ma question. Une fois que je vais trouver les vecteurs qui se ressemblent à ma question, enfin, qui se ressemblent de manière cosinus, je vais sortir tous les vecteurs qui sont concernés. Je vais dire vecteur 1 et vecteur 2. Et je vais convertir, enfin, je vais sortir à partir de cette base de données, quels sont les documents, quel est le texte qui correspond à ces vecteurs. Et c'est là où mon LLM va répondre, va donner une réponse en utilisant les données que je lui ai données, que je lui ai fournies. Et c'est là où je vais avoir une réponse où il n'y a pas beaucoup d'hallucinations. Donc le process, c'est ça. Donc pour résumer, la gestion, c'est le process à travers lequel je vais convertir mon texte en une matrice vectorielle. Et le process de chat, il va utiliser l'embedding pour convertir ma question en un vecteur, puis il va faire une recherche de similarité pour aller chercher dans ma base vectorielle s'il y a des vecteurs qui ressemblent à ma question. Une fois qu'il va trouver ces vecteurs, il va fournir le texte correspondant à mon LLM pour lui dire, avant de répondre à cette question, tiens compte de ces données-là, tiens compte de ces documents-là avant de donner une réponse. Et c'est là où mon LLM va être augmenté pour donner une réponse qui est correcte. Donc, pour récapituler, il y a deux choses. Il y a l'ingestion et il y a le chat. Maintenant qu'on connaît tout ça, comment, d'une manière pragmatique, comment on peut
mettre ça sur un système, mettre ça ou mettre en place ces deux activités, ces deux workflows, à savoir la gestion et le chat, sur une machine. Et c'est là où on va passer à la partie, je dirais, la partie implémentation. Et je vais commencer par la première couche technique, ou la première composant technique dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une solution de containerisation. Une solution de containerisation, c'est comme si vous avez un site web, il y a un back-end, il y a un front-end, il y a un back-end, il y a une base de données, et vous voulez mettre en place l'architecture qui va supporter tout ça, et vous découvrez que de point de vue infrastructure, vous avez besoin d'un serveur base de données, d'un serveur où vous allez mettre votre back-end, et d'un serveur où vous allez mettre votre front-end. Et si jamais vous n'avez pas tous ces serveurs-là, vous dites que est-ce que je peux faire ça sur une seule machine? C'est possible parce que vous pouvez containeriser vos solutions, vos composants, et les virtualiser pour les faire tourner sur une seule machine. C'est ce qu'on appelle les containers. Donc, le container, j'ai mon OS, je dirais que c'est la machine hôte. Et je vais installer des conteneurs. J'ai un conteneur base de données, j'ai un conteneur front-end et j'ai un conteneur back-end. Et je vais aussi faire communiquer ces différents serveurs entre eux, moyennant un réseau local. Donc ça peut parler à ça, ça peut parler à ça, ainsi de suite. Et je vais pouvoir faire tout ça sur une seule machine. Pour le cas du RAD, j'aurai besoin de 3 composants. Le premier composant, c'est la base de données vectorielle. Et j'ai choisi pour ça Postgres, parce qu'il y a une extension de Postgres qui permet de gérer les vecteurs. La deuxième chose, j'aurai besoin d'un serveur où je vais faire tourner mes LLM. Et concrètement, il y a une solution qu'on appelle Ollama. Ollama, c'est une solution qui te permet d'exécuter en local des LLM. Maintenant que j'ai mon serveur, base de données, et le serveur à travers lequel je vais pouvoir interagir avec mes LLM à travers des API REST, j'ai besoin d'un autre nœud qui va me permettre de configurer un chatbot et faire communiquer l'ensemble des solutions. Et ce serveur-là, ou ce nœud-là, ça va être une solution de no-code, ou plus précisément du low-code, qu'on appelle le N8N. Alors, N8N, c'est une solution destinée à mettre en place des workflows, à automatiser des workflows d'une manière sans avoir des connaissances techniques, parce qu'il y a des connecteurs, vers des solutions tierces, vers, je ne sais pas, vers Gmail, vers Office, et ça permet de connecter ces composants-là pour exécuter un workflow donné. L'avantage de N8N par rapport à d'autres solutions comme Zapier ou autres, c'est que N8N, ça te permet d'exécuter du code. Donc, tu peux mettre en place un nœud qui exécute un code en Python ou en JavaScript qui va faire une action donnée. C'est là l'importance, c'est là l'avantage d'avoir une solution N8N. Mais la chose la plus importante de tout ça, c'est que tout ça sont des solutions open source et que je peux exécuter en local. Parce que autrement, si je n'ai pas cette possibilité que je vais devoir mettre en place un RAG en utilisant des services tiers, notamment des services cloud, ben, il y a la problématique de la souveraineté de données. Si vous avez des données qui sont sensibles et que vous ne voulez pas que les LLM l'utilisent, enfin, les LLM commerciaux comme ChatGPT ou autres les utilisent, dans ce cas, vous n'avez pas le choix, il va falloir avoir une solution souveraine que vous allez installer vous-même sur votre machine. Il y a également la problématique du coût, bien que maintenant le coût est de moins en moins problématique
Par exemple, pour ChatGPT, si je me souviens pas, si je me souviens bien, pour 1 million de tokens, ça coûte 5 dollars. Mais quand même, on va dire que je ne veux pas payer quoi que ce soit pour disposer d'un système RAG. Donc, je vais le faire en local pour deux raisons. La première, c'est que mes données sont souveraines. Je ne veux pas que ça sert aux modèles commerciaux pour qu'ils entraînent leurs modèles sur mes données. Et également, question de coût, je ne vais pas payer quoi que ce soit à ces solutions commerciales. Donc, je vais utiliser Postgres, Olama et Nuiten. Et maintenant, je pense qu'on va passer à la partie pratique. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez voir ça sur le chat. Alors, Hicham, il dit, est-ce que Olama nécessite des ressources matérielles GPU? Heureusement, non, pas forcément. Olama, il est fait en sorte de manière à ce que vous pouvez faire tourner vos LLM sur des CPU. Maintenant, il faut savoir que les LLM, surtout si vous choisissez un LM qui a un très grand nombre de paramètres, de l'ordre de 600 milliards de paramètres, ça ne va pas tourner bien évidemment sur un CPU ou sur plusieurs CPU. Il va falloir des GPU qui soient performants. Pour le cas, exactement, la réponse va être très lente. C'est pour ça que on va avoir besoin d'un minimum d'un GPU. C'est le cas de mon PC. J'ai un petit GPU NVIDIA qui a 4 GK de VRAM. C'est suffisant pour faire tourner un LLM de petite taille, un LLM de l'ordre d'un milliard de paramètres, par exemple. Et c'est suffisant. On va avoir des solutions qui tournent sur un GPU qui marchent pas très bien, mais en tout cas, ça aide de mettre en place une solution clé en main qui fait tourner le process de A à Z, les deux process, le process d'ingestion et le process du chat. C'est quoi une base de données vectorielle? Bon, comme je viens de l'expliquer, c'est une base de données où je vais stocker des matrices où il y a plein de chiffres. Pour Postgres, il y a une extension qui s'appelle Vector qu'on installe et qui permet de gérer la complexité d'avoir une matrice n dimensions, n fois n dimensions. Donc, si vous voulez, je partage avec vous tout mon écran. Voilà. Alors, la première chose, comme je viens de dire, on va installer Docker. Docker, donc pour le faire, donc c'est simple, il faut aller on fait Docker download. Ça Docker, donc, et on télécharge. La solution s'appelle Docker Desktop pour Windows. C'est ce que j'ai déjà fait, je l'ai déjà téléchargé, on va l'exécuter. Alors, on ne va pas se casser la tête, on va les choses telles qu'elles sont parce que, par exemple, pour Docker, il vous dit est-ce que vous utilisez un modèle Hyper-V de virtualisation ou de SL2. Nous, on va laisser tout par défaut. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est faire tourner tout le process. Alors, lorsque je vais installer Docker, il faut savoir que l'objectif de Docker, c'est que je vais installer des conteneurs. Je vais installer mes machines. Et pour ça, Docker, il utilise un fichier YAML qu'on appelle Docker Compose. Dans ce Docker Compose, je vais définir mes différents conteneurs. Comme je viens de dire, on a besoin de 3 conteneurs. Donc, c'est Postgres, donc c'est, je dirais, euh, la base de données pgvector. Et je vais définir les variables d'environnement. Donc, je vais définir un vector user, un vecteur password et le nom de mon instance que j'ai appelé RACDB. La section port, c'est juste pour exposer le port utilisé par Postgres à l'extérieur. Là, je vais le mapper avec le même port. 5432. Et le volume, c'est là où on va stocker mes données à l'intérieur du conteneur.
J'aurais besoin également de N8N. Donc, comme j'ai dit, c'est une solution low-code qui permet d'automatiser le flux. C'est l'image N8N IO. Je vais prendre la dernière version latest. Le nom du conteneur, je vais appeler N8N. Elle aussi, il est exposé sur le port 5678. Et N8N, il a besoin de quelques paramètres, notamment N8N Basic Authentication Active, true, le compte, le mot de passe. N8N, pour tourner, il a besoin d'une base de données. Donc, je vais utiliser la même base de données Postgres, hein, c'est cette partie-là. Je vais lui dire N8N, voilà où vous allez trouver mon Olama, le modèle à travers lequel je vais exécuter mes LLM et mes modèles de embedding. Et là, bon, ça, c'est pour les fuseaux horaires, ainsi de suite. Et je lui dis que mon N8N, il dépend de deux choses. Il dépend de Olama et de Postgres. En d'autres termes, vous ne démarrez N8N que si Postgres et Olama sont démarrés. Et le volume, c'est le répertoire où je vais stocker les données, enfin les variables d'environnement de mon N8N. Le dernier, c'est Olama. Alors, Olama, je vais utiliser la dernière image, Olama Lattice. Le conteneur, il s'appelle Olama. J'ai besoin de lancer une première commande parce que Olama, par défaut, il n'est pas exécuté sur la machine. Il faut lancer la commande serve. C'est ce qui va permettre de lancer le process Olama. Je vais faire les ports. Je vais mapper les ports. 11434, le volume. Et puis, la particularité de Olama, c'est que c'est là où je vais exécuter mes LLM et j'ai besoin d'allouer plus de ressources pour ce conteneur. Donc, c'est là où on va parler de ressources. Donc, je vais limiter à 8 Go combiné entre VRAM et RAM. Je vais préciser que j'ai un process, une carte graphique NVIDIA et je lui demande d'utiliser les capacités GPU de ma carte. Il y a également quelques autres variables d'environnement que j'ai besoin de setter pour justement améliorer les temps de réponse. Notamment, par exemple, Olama Keep Live, c'est-à-dire que lorsque je charge un LLM, laissez-le en mémoire. Ce n'est pas la peine de le supprimer de la mémoire parce que certainement, dans une conversation, je vais faire appel au même LLM et ce n'est pas la peine de le recharger une deuxième fois. Donc, je veux que mon LLM soit chargé une fois pour toutes dans ma mémoire. Il y a également d'autres variables d'environnement. Bon, le but, ce n'est pas de les expliquer une à une, juste pour vous dire que j'ai un fichier Docker Compose à travers lequel je vais dire à mon Docker, voilà les conteneurs dont j'ai besoin. Je vais revenir vers l'installation, vers mon installation qui est toujours en cours. Voilà, et vient de terminer. Close. Voilà. Alors, j'accepte. Alors, je skip ça, j'en ai pas besoin. Et on va démarrer le Docker Engine. Alors, pour lancer le Compose, le Docker Compose, je vais aller dans mon répertoire. Je vais partager avec vous enfin, tous les documents. Ce n'est pas la peine de noter quoi que ce soit. C'est des mag. Voilà, ls. J'ai mon document Docker Compose qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais lancer ma commande Docker Compose -d et je spécifie le répertoire en cours. Lui, il va chercher automatiquement le nom Docker Compose. Je vais voir si. Voilà. Là, je n'ai pas de conteneur. Et dès que je vais lancer mon Docker Compose, bon, comme quoi, moi aussi, ça m'arrive d'oublier. Commande exacte. Non,
Alors, je ne l'ai pas là, ça va. Bon, c'est pas grave. App. Voilà. Fallait pas mettre le point. Alors là, je vais commencer à pouler les images. Donc la première image, c'est Postgres. La deuxième image, c'est Olama. J'ai une connexion très lente. Peut-être que je vais changer de. Je vais relancer. Très bien. Alors, pour meubler le temps, je vais parler un petit peu de Olama. Alors, Olama, comme j'ai dit, c'est un runtime qui va me permettre d'exécuter mes LLM et mes modèles. Alors, par rapport au modèle, il y a plusieurs types de modèles. Euh, il y a des modèles de embedding qui sont là. Et c'est le modèle dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des modèles qui vont me permettre de convertir mon texte en vecteur. Ce sont des modèles appelés également des modèles d'encodeur. Encodeur, ça veut dire que il ne va pas générer de texte. Sa mission est de comprendre le texte, comprendre les liens entre les mots. Et ce sont des modèles qu'on va utiliser généralement lorsqu'on va faire, par exemple, la classification. Si je veux, par exemple, classifier les réclamations de mes clients et pour dire classifier et pour dire s'il s'agit d'une réclamation ou d'une demande d'information, je vais utiliser un modèle d'encodeur embedding. Il y en a plein. Il y en a BERT, il y en a Nomic qu'on va utiliser. Le embedding, le modèle embedding est très important dans la mesure où si par exemple j'ai un corpus en arabe, voilà, pour le cas du texte du RCA qui sont en arabe, ben, il va falloir un embedding qui supporte le multilingue. Parce qu'autrement, on va avoir des facteurs, mais qui ne seront pas exacts. Également, il y a une notion de dimension. Plus mon embedding a plus de dimensions, donc il sera capable de capter les nuances entre les mots. Il va savoir que lorsque je dis texte juridique et lorsque je dis texte légal, que juridique et légal sont similaires. La représentation graphique ou vectorielle de ces deux mots, ils sont similaires. Donc il va dire que texte juridique ou texte légal, c'est pratiquement la même chose. Puis il y a des modèles autres qui supportent la vision, ou les tools. Pour le cas de N8N, parce que je vais utiliser un agent IA qui va utiliser des tools, j'aurai besoin des LLM qui supportent les tools. Euh, Notamment la tool qui s'appelle function calling. C'est une function calling, ça veut dire que je vais pouvoir, au sein du LLM, faire appel à une fonction. Et dans notre cas, là, cette fonction, c'est appeler le vector store pour aller chercher les données correspondantes, les données nécessaires.
Pour notre cas, on va utiliser Queen 3. Queen 3, c'est le dernier modèle de Alibaba. C'est un modèle qui est très intéressant. J'aurais souhaité utiliser DeepSeek, mais bon, DeepSeek n'utilise pas, pour le moment, la version officielle, n'utilise pas les tools. Alors, pour Queen, on va utiliser la dernière, enfin, on va montrer d'abord. Alors, Queen, la version de base, si je lance Olama Run Queen 3, je vais exécuter ou télécharger le modèle complet, c'est-à-dire le modèle où il y a, je pense, 600 milliards de paramètres. Mais pour notre cas, vu que j'ai une petite GPU, je vais utiliser un modèle qui est distillé, qui est 1,7 milliard, qui est en quelque sorte suffisant pour une machine avec 4 Go de VRAM, avec un temps de réponse plus ou moins acceptable, de l'ordre de, je dirais, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Ce qu'il y a à dire aussi sur Quant 3, c'est un modèle MOE, c'est-à-dire Mixture of Experts. C'est-à-dire que c'est un modèle où je ne vais pas activer tout mon réseau neurone. Je vais activer uniquement ce dont j'ai besoin pour répondre à la question. Si par exemple, je pose une question qui a besoin de faire des opérations mathématiques, bien qu'ils ne sont pas connus pour ça, ben, je vais utiliser un modèle, enfin, je vais utiliser je dirais une couche bien spécifique qui est capable de donner cette réponse. L'avantage, c'est que lorsque je charge mon modèle, je n'ai pas besoin d'activer tout mon réseau de neurones. J'active uniquement dans ces besoins. C'est une des particularités de cette dernière version des modèles de langage. Et puis, par rapport au embedding, je vais utiliser le Nomic Embed Text. Le Nomic Embed Text, c'est un modèle de embedding qui est performant. Et la particularité, c'est qu'il n'a pas beaucoup de dimensions, il n'a pas beaucoup besoin d'une très grande dimension, mais quand même, il donne des réponses, je dirais pour mon cas, satisfaisantes, avec une fenêtre de contexte de 2000 tokens. On va voir si... Voilà, alors là, mes volumes et mon conteneur sont créés. Je peux aller vérifier. Voilà, mon RAG, il est là. Et mes 3 conteneurs, ils sont tous là. J'ai mon PG Vector DB, j'ai mon Olama et j'ai mon M8N. Si je veux par exemple vérifier que l'installation est bien faite, je me connecte sur PG Vector et là j'ai la ligne de commande. Je peux lancer ma commande. Avant de faire ça, peut-être on va aller vérifier Olama. Olama. Je vais pouvoir me connecter sur Olama. J'exécute la première commande Olama list. Olama list, c'est la commande qui va me permettre de voir s'il y a des LLM ou s'il y a des modèles que j'ai déjà téléchargés en local. Pour l'instant, non, je n'ai pas encore installé quoi que ce soit. Et je vais commencer à faire le pool de mes modèles. J'aurais besoin de 2 modèles, si vous vous rappelez. J'aurais besoin d'un modèle de embedding. Lui, sa mission est de comprendre le texte, mais pas de générer le texte. Je vais utiliser le Nomic Embed. Embed text. Là, je pense. Avec son élément. Cool. Je vais voir le nom exact. Voilà. Voilà. Là, il est en train de télécharger mon modèle de MBD. Je vais également lancer une fois qu'il termine, je vais lancer l'autre modèle dont on a parlé, qui va servir pour le chat. Il supporte Tools, c'est Queen 3. Je vais faire Queen 3 1.7.
commande. C'est un modèle qui fait, si je me rappelle bien, ça fait 1,7, 1,4 giga. Ça prendra un petit peu de temps, mais on va lancer en parallèle. Voilà, Ollama run. Là, la différence entre pool et run, pool juste ramener, je ne vais pas l'exécuter. Le run, donc il va faire le pool, il va le ramener, mais il va quand même l'exécuter. Il va en même temps l'exécuter. Donc là, je laisse mon Ollama en train de télécharger mes modèles. Je vais vérifier les autres, je dirais les autres conteneurs, le PG Vector. Alors, donc, SQL pour me connecter à la base. Le compte, c'était user, enfin, c'était Vector User. Vector User. Ma base de données, c'était RACDB. Là, je suis dans ma base de données RACDB que j'ai créée au moment de la création du conteneur parce que j'avais spécifié au niveau du Docker Compose tous les paramètres dont j'ai besoin, notamment la création du base de données RACDB. Et je vais par exemple lister mes tables. Display tables. Voilà. Et là, j'ai toutes mes tables. Ces tables-là, ils ont été créées par N8N. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, N8N, il a besoin de sa propre base de données. Donc, on va avoir des données qui concernent N8N, notamment Workflow History, Workflow Entity, ainsi de suite. Donc là, j'ai mon PG Vector app. J'ai mon Ollama qui est en train de s'exécuter. Alors, je vais voir mon N8N. Voilà, c'est ça l'interface. Enfin, je vais n'importe quoi. Voilà, là, n'importe quoi. Et bon, celui-là. Je me connecte. Et ça, c'est l'interface de mon N8N. Bon, comme je l'ai dit, ça va me permettre, N8N me permet de mettre en place des workflows. Je vais créer un premier workflow, create workflow, que je vais appeler chat. Alors, mon chat. Alors, le N8N, il y a deux types d'événements, enfin, deux types de nœuds. Il y a des types d'événements qu'on appelle des triggers. Ce sont eux qui vont déclencher mon workflow. Pour notre cas, ça va être le chat. Trigger. Donc, c'est juste une fenêtre de contexte où je vais commencer mon chat. Si je fais salut, ben, ça ne va rien faire. Il va juste m'indiquer que bon, mon chat, mon nœud a bien pris en charge la question, enfin, pas la question, mais le chat input, le salut que j'ai envoyé. Très bien. Alors, après ça, N8N, ils ont eu l'idée ingénieuse de mettre en place des nœuds IA, notamment un agent IA. Voilà mon agent IA. Je laisse les choses telles qu'elles sont. Ici, il y a trois informations qui sont essentielles. Il y a le chat modèle, c'est-à-dire le modèle que je vais utiliser pour mon chat. Et il y a également les tools, c'est-à-dire que tous les outils que je vais mettre à la disposition de mon agent pour qu'il puisse répondre. Et le memory, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'un chat conversationnel, c'est-à-dire que j'ai besoin que mon agent garde en mémoire toutes nos discussions, je vais pouvoir mettre en place un paramètre par rapport aux mémoires. Je vais commencer par le chat modèle. Alors, le chat modèle, il y en a plein. Il y en a d'Anthropic, de Claude, il y en a d'Azure, il y en a de OpenAI. Je vais le trouver quelque part. Voilà, OpenAI, il y a également Croc. Mais là, nous, on va utiliser Ollama. Ollama parce que c'est ce qu'on a installé. Alors, le nœud Ollama, j'ai besoin de credentials. J'ai besoin de mon compte et mon mot de passe. Je vais créer un nouveau credential. L'adresse
le base URL, c'est celle-là, mais je vais le changer parce que là, mon Olama, il ne s'exécute pas sur le localhost, mais il s'exécute sur un conteneur qu'on a appelé Olama. C'est celle-là qu'on a appelé Olama. Donc là, je vais mettre Olama. Là, ma connexion, elle est réussie. Maintenant que j'ai la connexion Olama établie, là, j'ai les modèles. Alors, par définition, ils mettent Lama 3.2. C'est normal parce que Olama, ça appartient à Meta. Et bon, ils veulent favoriser les modèles Meta. Mais là, pour le moment, moi, ce que j'ai les deux modèles que j'ai installés tout à l'heure. J'ai Nomic Embed Text Latest, celui qui va m'aider à faire le embedding et convertir mon texte en matrice vectorielle. Et le Queen 3, le modèle, le LLM, que je vais utiliser pour interroger mon ajout. Je vais voir si mon LLM a été... Voilà, mon LLM, il est bien exécuté. Je peux lui poser la question ici. Salut. Comment ça, voilà. Bonjour, comment puis-je vous aider? Si vous avez remarqué, la réponse après salut, puisque Queen est est un modèle de raisonnement, il va ajouter deux balises, think, think et slash think, où il va un petit peu schématiser son raisonnement pour dire comment je vais répondre. Donc là, il dit, OK, the user said salut, which is French for hello, I need to respond in French, let's see, etc., etc. Et puis, il me répond, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, je suis en train d'exécuter mon Queen 3.1.17b sur une machine locale. Si je lui dis bye, je sors. Et je reviens dans mon N8N. Je vais appeler Queen 3. Je ne vais pas faire les options. On va en parler par la suite, mais pas pour le moment. Très bien. Alors maintenant, j'ai mon agent IA opérationnel parce qu'il est connecté à un nœud Olama. Si je lui pose la question, salut ici, alors il va faire la même chose qu'on a vu tout à l'heure, mais à travers le nœud N8N. Donc il y a le think, comme on l'a vu tout à l'heure, et il va répondre, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Très bien. Alors, si jamais je ne veux pas que ce think-là apparaisse, c'est simple, je peux ajouter un nœud code. C'est-à-dire que je vais utiliser un nœud code où je vais exécuter une fonction JavaScript qui va prendre la sortie de mon LLM et va filtrer sur la balise think. Je ne vais pas refaire ça. Ça, je l'ai déjà fait auparavant. Cette fonction-là. Deux, trois lignes de code, c'est suffisant. Je vais dire que tu vas chercher sur la balise think et tu vas la supprimer. Donc, il y a le terme replace. Je vais sauvegarder. Je lui pose la question, enfin, je repose la même question. Salut. Là, il est en train de s'exécuter et j'ai vu que là, le nœud code a été exécuté. Justement, supprimer les balises think qui étaient auparavant. Donc, lorsque je dis salut, il me répond bonjour, comment ça va, ainsi de suite. Si par exemple, je lui dis je veux que mon agent ait une mémoire, je vais ajouter une mémoire simple pour lui dire que tu vas garder les 5 dernières conversations qu'on a fait ensemble. Voilà, je sauvegarde. Voilà, je m'appelle Adil. Bonjour Adil, comment ça va? Est-ce que je lui dis comment je m'appelle. Il va revenir à l'historique de la conversation. Il va voir que je lui ai déjà dit que je m'appelle Adil, donc il va me dire que tu t'appelles Adil. Maintenant, s'il n'avait pas cette mémoire-là, il va dire que je ne connais pas votre prénom. Très bien. Alors là, c'est la partie, je dirais, la plus simple, enfin, pas la plus simple, je dirais la partie la plus dure.
Non, j'ai besoin d'un autre workflow, parce qu'on a dit que dans mon rack, j'ai besoin de deux workflows, un workflow chat et un workflow de embedding. J'ai appelé embedding. Là. Alors, mon embedding, je vais déclencher mon embedding à travers, je dirais, une forme, je dirais une page où je vais uploader un document. Donc, dans NVTN, il y a un nœud qui s'appelle form, là, qui va être déclenché. J'ai besoin d'authentification. Je vais faire ici embedding, juste un nom. Description, donc file embedding, n'importe quoi. Je vais ajouter un premier file, field, donc, file, de type fichier. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Là. Et après ça, mon document, une fois il est chargé, je vais besoin de le stocker dans euh, ma base de données Postgres. Donc, je dis vector. La Postgres Vector Store. Donc, add document to vector store. Là, il me faut un credential. Je vais ajouter un credential. Alors, le host, il s'appelle, ne pas encore, il s'appelle, voilà. La base de données s'appelle RackDB. User, que j'avais déjà cité auparavant, Vector User. Et ma base de données s'appelle, enfin, le mot de passe, plutôt Vector password. Je sauvegarde et la connexion elle est réussie. Donc là, je suis connecté sur mon Vector Store. Donc il va créer automatiquement une table N8N Vector avec des embedded batch size. Alors je vous passe les détails parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors pour l'embedding, j'ai besoin d'un, enfin pour le workflow de l'embedding, j'ai besoin d'un modèle qui va faire le embedding. C'est toujours, je vais utiliser Olama et je vais choisir le nomic. Très bien. Mes documents, je vais dire que je vais utiliser Default Data Loader pour charger les documents. Je vais dire que c'est un fichier binaire. Et le text splitter, je vais utiliser le Recursive Charter Text Splitter. Je ne vais pas utiliser des spécificités, ce n'est pas la peine. Par contre, ici, peut-être que je vais lui dire que non, ce n'est pas la peine. Même ici, ce n'est pas la peine. Donc, je sauvegarde tout ça et je teste mon workflow. Voilà, donc ça, c'est la forme que j'ai créée avec le file. Je vais sélectionner le fichier. Alors, on va faire l'exemple dont on a parlé tout à l'heure. Je vais utiliser les textes de loi, les textes réglementaires qui régissent le RCR. Voilà, ça, c'est mon fichier. Je fais le submit. Et là, je suis en train de voir que mon embedding est en train de travailler. D'abord, il a pris en charge le document qu'il a chargé. Il a découpé en shrink et il l'a chargé sur ma base de données Postgres en utilisant le modèle de embedding nomic. Ça, c'est le premier process, le process de embedding. Je vais retourner dans mon chat et je vais lui dire à mon agent, voilà le tools que tu dois utiliser. Voilà, Postgres PG Vector. Je vais utiliser mes credentials. Là, l'option, c'est Retrieve Documents. Donc, je vais dire d'aller chercher les documents. Là, je vais utiliser Vector. Et là, bon, je vais utiliser un texte juste pour décrire mon je ne l'ai pas mis là. Je ne l'ai pas mis là, c'est pas grave. Je vais chercher ici. C'est très important de bien préciser les choses parce que parfois, il y a une problématique par rapport à l'outil. Mon agent,
il n'utilise pas l'outil que j'ai mis à sa disposition. C'est pour ça que parfois, dans les descriptions et surtout dans les, dans les, euh, dans les prompts, j'ai besoin de préciser de manière très directe et très explicite à mon agent d'aller utiliser les outils. Donc, this tool queries the Postgres vector database container containing official RCR legal text from Morocco, etc. Là, je vais utiliser les limites, ça veut dire que lorsque je vais extraire des documents, je prends uniquement 3 documents et ce n'est pas la peine d'inclure les métadata. Et pour le embedding, c'est-à-dire que lorsque je vais poser une question, comment je vais la convertir en vecteur, ben, je vais utiliser la même chose que tout à l'heure, je vais utiliser le nomic. Si vous vous rappelez, on a dit que même la question que je pose à mon agent, il va falloir qu'elle soit convertie elle-même en un vecteur. Donc, je vais utiliser le même modèle embedding que j'ai utilisé pour les documents. Voilà. Donc, là, j'ai mon chat. Alors, en principe, jusque-là, c'est bien. Il va falloir juste, au mon niveau de mon agent, que je précise certaines choses, notamment le système message. Le système message, c'est lorsque je vais dire, je vais donner une instruction à mon LLM pour qu'il l'exécute, pour qu'il la comprenne, avant qu'il réponde à ma question. Donc là, je vais lui dire que, je vais prendre ici de ce document. Là, c'est mon prompt. You must only use the Postgres vector database as your knowledge source. Rules: search the vector database for every question. Never answer from your general knowledge. You can and should perform simple. Ça, à la limite, ça, je peux m'en passer. Je vais dire de répondre uniquement aux questions que j'ai posées, parce qu'ils ont tendance à trop bavarder. Donc, answer only what is asked. Do not provide additional information unless directly relevant to the question. Be direct and specific. Et la dernière chose, c'est réponds-moi en anglais, réponds-moi en français. J'ajoute une balise think, juste pour lui dire que essaie de raisonner quand même avant de me donner une réponse. Là, et je vais ajouter d'autres paramètres. Dans mon chat modèle, ici, par rapport à Queen. Par rapport à Queen, il y a un paramètre qui s'appelle température. Température, en quelque sorte, il va indiquer, je dirais, le niveau de créativité de mon modèle. Je n'ai pas besoin qu'il soit créatif, j'ai besoin juste qu'il réponde d'une manière très factuelle à mes questions. Il y a d'autres paramètres comme temp P, temp K, bon, on n'a pas le temps pour les spécifier, on va le laisser, ce n'est pas la peine. L'essentiel, c'est que le premier paramètre important, c'est le paramètre température. Je vais mettre à 0. C'est entre 0 et 1. Je n'ai pas besoin qu'il soit créatif, j'ai besoin qu'il réponde d'une manière très directe, donc je vais mettre 0. Sauvegarde. Je n'ai pas besoin d'une... Je vais poser, par exemple, une première question. J'ai déjà quelques questions ici. Filter. Alors, par exemple, celle-là. Dans le contexte des RCR, je vais lui dire quelle est la durée minimum de service nécessaire pour obtenir une allocation de retraite proportionnelle dans un emploi classé actif. Je lui pose la question. Voilà. Ça prend en général entre 10 à 15 secondes. Et on va voir quand même qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, là, de la fenêtre ici, on va décrire un petit peu, il déroule l'exécution de la question. Donc là, l'input, donc le message système, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le prompt, you must only use the, etc. On est en train de voir qu'effectivement, il a utilisé
ma base de données Postgres. Là, il a pris la question. Donc avant ça, on va parler d'embedding. Donc là, il a embeddé ma question. Donc, la question était durée minimum de service nécessaire pour obtenir. Donc, il l'a converti en vecteur. C'est l'ensemble de la matrice qu'on voit là. Donc, il n'y a que des chiffres. Donc, d'abord, il a converti ma question en vecteur. Puis, le vecteur, ça a l'aider d'aller chercher le document correspondant à mes vecteurs. Donc, il a trouvé 3 parce que j'ai spécifié qu'il doit faire sortir 3 documents ou 3 vecteurs. Donc, ça, c'est la conversion du texte de mon vecteur. Donc, il y a 3 réponses. Et il va utiliser ces 3 documents ou ces 3 zones de texte, ces 3 textes, pour répondre à ma question, qui est celle-là. Donc, la durée minimum de service nécessaire pour obtenir l'occasion de retraite pour procéder au titre d'un emploi classé actif est fixée à 3 ans, qui est une réponse correcte. Je pose une autre question. Quel est le coefficient, ainsi de suite. Et le coefficient de réduction appliqué par mois en cas d'anticipation de la retraite. Donc, la même chose. Il va aller convertir mon texte, ma question en vecteur. D'où le premier passage vers le embedding Ollama. Ça, c'est la première question. Il va faire le embedding de ma question. Donc, il va convertir le texte coefficient de réduction appliqué par mois. Il va donner son correspondant aux matrices. Puis, mon Postgres, il va ressortir les documents qui correspondent à mes 3 vecteurs. Ils sont là. Il va les fournir à ChatGPT, à mon Ollama. Il va lui donner la question, le système, la question, quel est le coefficient, et les tools, c'est-à-dire les 3 textes qu'on a sortis. Et il va répondre. Alors, la réponse ici, c'est le coefficient de réduction appliqué par mois en cas d'anticipation de la retraite, etc. C'est 0,4%, qui est une réponse correcte. Voilà, donc maintenant que j'ai mon chat, il répond en puisant depuis ma base de données Postgres. Donc, il y a beaucoup moins d'hallucinations que si j'ai posé une question directement sans qu'il utilise cet outil. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux par exemple exposer mon chat sur WhatsApp. Ça, peut-être qu'on verra dans un deuxième séminaire. Ou je peux exposer ça vers mon site web, par exemple. Dans le site web du RCR, je peux mettre en place un chatbot qui va être spécialisé sur les textes législatifs du RCR. Je vais utiliser ce qu'on appelle un webhook au niveau du N8N qui va exposer une API à mon site web pour qu'on puisse poser des questions à travers mon nœud, à travers mon agent IA. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais je pense qu'on est arrivé il est midi 6, donc j'ai parfaitement respecté le timing. Je vais voir s'il y a des questions. Je vais voir d'abord s'il y a toujours des personnes. Oui, c'est parfait, vous êtes toujours là. Très bien. Alors, quelle est la setup optimale recommandée si on veut aller sur le cloud? Si vous voulez aller vers le cloud, c'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas cette problématique de données sensibles, d'aller utiliser directement des solutions clés en main qui sont réputées pour ça. OpenAI, par exemple, il y a un abonnement OpenAI destiné aux entreprises qui utilisent toute la stack, pas OpenAI, je veux dire Azure de Microsoft. Il offre toute une solution à base d'OpenAI qui fait tout le travail. Donc, il expose des API que vous pouvez utiliser avec je dirais, moins de risques parce qu'il y a un engagement du Microsoft derrière qui dit que vos données ne seront pas utilisées par OpenAI.
Est-ce qu'on peut utiliser le RAG dans des use cases de classification, par exemple? Oui, mais est-ce qu'on va utiliser la classification, tout un RAG pour la classification? On n'en a pas besoin. La classification, j'aurais besoin juste d'un modèle d'embedding. Donc, peut-être que juste Olama, avec des appels API, c'est suffisant. Mais le RAG, si vous voulez le faire, oui, on peut également le faire pour la classification. Une dernière question, les entreprises qui traitent des documents structurés, factures, tableaux, qui risquent-elles de perdre des informations de positionnement lors de la conversion de PDF en texte? Oui, absolument. C'est pour ça que il est préférable de structurer les documents, de traiter les factures avant de les injecter sur la base de données. Parce que la base de données, je peux injecter des fichiers JSON. Donc, j'ai un document qui est structuré. Donc, si mes factures ont un format spécifique, donc je vais pouvoir traiter d'abord les factures, les documents PDF, pour les convertir en JSON, et puis par la suite, les ingérer, enfin, faire la gestion et les stocker au niveau de ma base de données. Il y a aussi IBM qui offre, bien évidemment, mon ami Jawed, il va dire qu'il y a IBM qui offre une solution complète qui peut être déployée sur votre data center. Parfaitement, j'en conviens, effectivement. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, il y a Aïcha qui est en train d'écrire. Alors, Eric il a dit Docker Compose app-d, merci beaucoup. Je l'avais complètement oublié. Voilà, donc merci beaucoup à Ikhwan, ça fait très plaisir. J'espère que j'étais pas très. Alors Aïcha, il dit que est-ce que les questions-réponses sont sauvegardées quelque part pour minimiser le temps de réponse? Tout à fait, c'est l'option message. Si vous vous rappelez, il y a ici Memory où je peux stocker toutes les questions-réponses que j'ai fait auparavant. Donc, mon agent, il va utiliser mon Object Store, mon Postgres Vector Store, mais il va également utiliser la mémoire comme étant un outil. Donc, what's the difference between RAG? Bon, il y a RAG, il y a RIG, il y a aussi CAG, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de définitions. On verra ça par la suite. Moi, je travaille actuellement sur un RIG. Un RIG, c'est-à-dire que je vais avoir besoin un feedback de l'utilisateur. Il me pose une question, je lui réponds. J'ai besoin que cette personne-là dise que la réponse est correcte ou pas correcte. S'il dit qu'elle est correcte, je vais utiliser cette information pour améliorer encore mon système. Voilà, donc merci beaucoup à Ikhwan. Shukran jazilan, ma yajzikum bikhair. Si vous avez des questions, vous avez mon email. J'espère que vous avez appris des choses. Donc, je vais partager avec vous tous les documents, le Docker Compose, les quelques notes que j'ai pris, le Docker Compose, les notes, quoi d'autre. Enfin, tous les documents que j'ai utilisés pour